Nous nous retrouvons autour de cette table aujourd'hui parce que des habitants du quartier ont un certain nombre de questions qu'ils se posent par rapport aux appartements ou au changement d'appartement. Et puis nous avons décidé, pour que tout le monde ait les informations, d'avoir une rencontre avec M. Meyer. Aujourd'hui c'est la première, mais peut-être que nous pourrons en avoir d'autres par la suite s'il y a encore d'autres questions sur d'autres sujets. Alors aujourd'hui, notre rencontre sera autour de la question, deux questions qui concernent les changements d'appartement. Monsieur Meyer, est-il possible de faire un changement d'appartement avec un voisin si on se met d'accord? Alors, en principe pas. Ça dépend par contre des raisons invoquées pour provoquer ce changement d'appartement. Alors, quelles seraient les conditions pour des gens qui habitent le quartier de passer d'un 2 pièces à un 3 pièces ou d'un 3 pièces à un 4 pièces? Alors, il faut qu'il y ait une modification notoire de l'évolution de la situation de famille d'un point de vue du nombre des occupants. Je m'explique. Pour passer d'un 2 à un 3 pièces, à partir du moment qu'il y a un enfant, le couple peut obtenir un 3 pièces. Pour passer d'un 3 pièces à un 4 pièces, il faut qu'il y ait des enfants, mais il faut qu'il y en ait 3. La raison est simple, nous avons beaucoup de demandes de familles qui habitent dans un 3 pièces et qui ont 2 enfants. Et comme on n'est pas en mesure, du point de vue du nombre de logements disponibles dans les 4 pièces, de répondre à toutes ces demandes, on s'est fixé une règle interne de dire 2 enfants peuvent manifestement, raisonnablement rester dans une chambre. À partir du moment qu'il y en a 3, pour une question de promiscuité, de confort, on peut à ce moment-là les inscrire pour passer d'un 3 à un 4 pièces. Pour des familles qui ont 3 enfants et plus, pourquoi certaines d'entre elles ont-elles de la peine à obtenir un 4 pièces, alors qu'il semble que pour d'autres c'est plus simple? Alors, je dirais que le nombre d'enfants qui composent la famille, c'est un des critères, mais ça n'est pas le seul, puisqu'il faut savoir que chaque cas est un cas propre et est analysé en tant que tel. Je dirais que la première des conditions, c'est effectivement le nombre d'enfants pour obtenir 4 pièces. Et puis ensuite, il y a toute une analyse qui se fait du dossier par rapport à l'attitude que le candidat peut avoir ou la situation dans laquelle il se trouve et les possibilités aussi qui nous sont offertes de pouvoir le mettre en priorité par rapport aux demandes externes que nous avons. Puisque nous travaillons en étroite collaboration avec les services de la ville, il faut savoir qu'on est aussi souvent, assez régulièrement confronté à des demandes qui émanent aussi des services de la ville pour pouvoir répondre à des familles qui sont depuis de longue date sur les listes d'attente auprès de l'office communal du logement et puis qui parfois se trouvent dans des situations qui sont fort pénibles. Et le rôle de la Fondation est aussi d'être sensible à ces demandes-là et de pouvoir répondre aussi à ces demandes. Quand une famille a 2 enfants et qui sont dans un 3 pièces, pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas obtenir un 4 pièces vu qu'ils n'ont seulement que 2 enfants? S'il y a un grand de 15 ans ou de 14 ans et puis qu'il y a un bébé de 2 ans, on ne peut pas les réunir dans la même chambre pour dormir. On est obligé de séparer le bébé et l'adolescent. Vous citez là tout à fait un cas d'exception puisque selon notre règle interne, cette famille, a priori, je dirais, n'aura pas le droit à un appartement de 4 pièces. Après, je dirais que ça dépendra tout de la situation dans laquelle on se trouve au niveau de la demande en location et puis du nombre d'appartements de 4 pièces susceptibles de se libérer. Donc c'est encore une fois, là, ça va être une analyse au cas par cas. Mais je dirais qu'il y a de très fortes probabilités quand même que dans un premier temps, la réponse soit négative. Toujours à propos des 4 pièces, vous avez dit qu'il fallait qu'il y ait au moins 3 enfants. S'il y a une maman célibataire ou un papa célibataire avec 3 enfants, est-ce qu'ils ont droit à un 4 pièces
ou bien parce que, comme c'est une famille monoparentale, ils n'ont droit qu'à 3 pièces? C'est une bonne question. Je dirais que l'élément prépondérant, c'est le nombre d'enfants. Ce n'est pas le couple ou la famille monoparentale. À ce titre-là, je vous cite peut-être juste un petit bout de l'article 9 des règlements des conditions d'occupation qui sont fixés par les autorités de subventionnement. Donc, on nous dit que l'admission de 3 personnes dans un 4 pièces et de 4 personnes dans un 5 pièces est toutefois tolérée s'agissant de familles monoparentales. Donc on voit bien là l'intérêt aussi du législatif, c'est de privilégier la situation par rapport au nombre d'enfants et non pas en fonction de la composition du couple ou d'une famille et de ne pas pénaliser ainsi une famille monoparentale, au contraire. Quand un appartement se libère dans le quartier, pour quelles raisons les habitants de la Bourdonnette intéressés par ce logement ne sont-ils pas pris automatiquement prioritaires? Alors ça, c'est une volonté, je dirais, non seulement de la fondation, mais aussi de la ville. Il faut savoir que à l'Office communal du logement, il y a un peu plus de 1000 demandes de familles qui remplissent entièrement les conditions d'occupation pour obtenir un logement subventionné et qui n'ont pas trouvé de logement parce que le marché du subventionné est saturé et il manque des appartements pour répondre à toutes ces demandes. Alors pour éviter ce que les autorités ont appelé le tourisme du subventionné, c'est un petit peu une règle interne qu'on a et qu'on essaye de faire respecter aussi, c'est d'essayer d'abord de donner la chance aussi aux gens qui n'ont pas encore eu la possibilité de trouver un logement à loyer abordable et qui se trouvent dans une situation où ils remplissent parfaitement les conditions pour cela. Mais est-ce que ça veut dire qu'au fond, les gens qui ne sont pas du quartier ont plus de chances d'obtenir des 4 pièces que les gens qui sont dans le quartier qui en auraient besoin? Alors, à la base, oui, je dirais que c'est d'abord les gens extérieurs, sauf dans un cas de figure très particulier que la plupart des gens ont connu dans le quartier ces dernières années, et notamment en automne passé, puisqu'il faut savoir que dans le tout quartier subventionné, il y a un contrôle des conditions d'occupation qui est fait par la ville tous les 4 voire 5 ans. Et ce dernier contrôle, qui a eu lieu en automne passé, a débouché sur un certain nombre de constats de sous-occupation notoire, par exemple, pour des familles, enfin des personnes qui se trouvaient dans des 4 pièces et dont les enfants sont maintenant sortis de la coquille, ou alors la personne est devenue veuf ou veuve, et se trouve tout d'un coup toute seule dans un 4 pièces. Alors ça, c'est un cas typique de sous-occupation notoire qui engendre, règlement communal oblige, une résiliation ferme. Alors pour ces locataires-là, et pour respecter la politique sociale du logement mis en place par la ville, nous évitons de les mettre à la porte. On résilie donc le contrat conformément aux directives qui nous sont données, et ces gens-là peuvent demander une prolongation pour rester dans leur appartement de 4 pièces jusqu'au jour où ils trouvent un logement correspondant à leur nouvelle situation. Et pour éviter le déracinement du quartier, on met ces gens-là en priorité absolue pour l'obtention d'un 2 voire d'un 3 pièces dans le même quartier. Donc à ce titre-là, je précise que conformément au règlement, normalement une personne toute seule dans un 4 pièces, en principe, ne doit pouvoir obtenir qu'un 2 pièces. Pour le quartier de la Bourdonnette et selon les négociations que nous avons menées avec la ville, et pour tenir compte des particularités de ce grand complexe, et du fait aussi que nous n'avons pas beaucoup d'appartements de 2 pièces, les personnes seules d'un 4 pièces peuvent être transférées dans un 3 pièces. Elles sont mises au bénéfice d'un statut qu'ils appellent situation acquise. Vous avez parlé tout à l'heure de logements subventionnés, ils ne le sont plus, nos logements. C'est les règlements qui restent, mais les logements ne sont plus subventionnés. C'est une question très pertinente, M. Mélin, et je suis content que vous la posiez parce que je pense que dans la terminologie, on ne devrait effectivement plus parler de logements subventionnés, mais plutôt de logements à loyer contrôlé. Par contre, d'un point de vue juridique, le quartier garde un statut de subventionné au sens de la loi, de par le fait que
s'il n'y a plus d'abaissement direct des loyers, il y a cependant des prestations indirectes fournies par la commune, de par le droit de superficie d'une part, de par des prestations fournies dans le quartier à titre non onéreux, qui font que juridiquement le quartier garde son statut de subventionné. Mais sur le fond, vous avez raison, on devrait plutôt parler de loyer à logement contrôlé et à loyer abordable plutôt. Oui. Vous parlez de situation acquise, mais dans les exemples que vous avez donné des exemples de passer d'un 4 pièces à un 3 pièces ou d'un 3 pièces à un 2 pièces. Par rapport du 3 pièces au 4 pièces, il semble que ceux qui viennent de l'extérieur sont avantagés. Et la question qui se pose, ensemble, pourquoi les gens qui sont dans le quartier depuis un certain temps, qui étaient dans un 3 pièces parce qu'ils avaient une petite famille, qui s'est agrandie au cours des années et qui se sont bien intégrés dans le quartier, n'ont-ils pas aussi ce privilège de la situation acquise pour passer du 3 pièces à un 4 pièces? Alors, je vais peut-être expliquer ce que j'ai dit avant. Ils ont cette possibilité pour autant que la famille soit constituée de minimum 3 enfants. Parce qu'encore une fois, on a mis en règle interne que les familles avec 2 enfants, nous ne sommes pas, je dirais, tant d'un point de vue quantitatif en logement de 4 pièces qu'au point de vue financier aussi, parce qu'il faut aussi voir un autre aspect du problème, c'est que lorsqu'on accepte de faire procéder à une mutation au sein même d'un quartier, il y a des frais de remise en état qui sont forcément plus conséquents, puisque souvent c'est des gens qui sont dans leur logement depuis un certain nombre d'années, donc il y a peut-être plus de travaux à faire, et surtout il y a 2 appartements. Il y a non seulement l'appartement que la famille qui prend le 4 pièces va libérer en 3 pièces, mais il y a le deuxième état, il y a le deuxième départ, enfin il y a 2 appartements, il y a un 3 pièces et un 4 pièces sur lesquels il y a des travaux d'entretien à entreprendre. Et ça, c'est de par l'expérience qu'on a, on se rend compte que ça a un certain coût. Et par ailleurs, je vais encore amener encore un peu d'eau à mon moulin, je dirais que administrativement, par rapport à la petite structure dont on dispose à la Fondation, puisqu'on est 6 personnes à travailler, mais ce n'est pas tous des plein temps, il faut savoir que la préparation d'un constat d'état des lieux, avec les démarches préliminaires, le constat lui-même et les suites à donner, tant administrativement que d'un point de vue du suivi de l'entretien, c'est un gros boulot, et quand on se double en fait la tâche en acceptant les mutations, il faut arriver à pouvoir suivre. Et on s'est trouvé par exemple fin janvier avec 6 appartements où il y avait double rocade, et ça c'est très très difficile à gérer. Parce qu'il faut imaginer chaque fois que le locataire qui s'en va emménager ailleurs. Mais c'est chaque fois un déménagement, et quand ça se fait avec 2 locataires concernés qui des fois se croisent, hein, celui qui a 3 pièces part au 4 et celui qui a le 4 vient dans 3 pièces, c'est pour organiser ça d'un point de vue du constat d'état des lieux de chaque appartement, parce qu'il faut qu'il soit vide, qu'on puisse bien se rendre compte des travaux qu'il y a à faire ou à entreprendre, c'est extrêmement compliqué à mettre sur pied, et ça nous complique considérablement la tâche. Donc ça, je ne cache pas que c'est aussi une des raisons qui font que quand on peut l'éviter, on l'évite. Et je dirais enfin quand même, pour rappeler que le but fondamental premier quand même de ce type de quartier, comme tous les autres où les loyers sont encore subventionnés et non plus seulement contrôlés, c'est quand même d'offrir la possibilité à un maximum de gens, et notamment les 1000 et quelques qui n'ont pas trouvé de logement disponible, quand bien même ils remplissent les conditions, il faut qu'on puisse donner la chance à un maximum de gens. Alors il est vrai que souvent on me dit, mais vous savez, un bébé de 2 ans dans un appartement avec un grand frère ou une grande sœur de 12 ou 13 ans, comme Mme Gachet disait avant, vous savez, moi j'ai vécu jusqu'à l'âge de 17 ans, on était 3 dans une chambre de 10 mètres carrés, et puis je ne me suis pas plus mal porté, là. Alors les standards aujourd'hui ont peut-être changé, mais il me semble que 2 personnes, 2 enfants dans une chambre, où c'est des chambres qui font quand même minimum 12 mètres carrés chacune, c'est un standing qui est tout à fait correct. Alors par rapport aux appartements 4 pièces, vous dites qu'une des conditions, c'est qu'il faut avoir 3 enfants.
Mais moi, je connais des gens qui ont emménagé il y a peu de temps dans le quartier, dans un appartement 4 pièces, et ils ont 2 enfants. Et ils venaient d'ailleurs. Alors qu'il y a des gens d'ici qui ont 4 ou 5 enfants qui sont dans un 3 pièces. Alors c'est vrai que là, ça pose quelques questions quand même. Alors, je peux encore une fois bien comprendre votre remarque, mais je crois qu'il ne faut pas être égoïste et se cantonner qu'aux situations qu'on rencontre dans le quartier même de la Bourdonnette. La Bourdonnette offre 493 logements sur un total subventionné à Lausanne d'un peu plus de 7000. Il y a actuellement donc 7000 et quelques bénéficiaires de logements subventionnés, et probablement que cette famille avec 2 enfants fait partie des 1000 et quelques autres qui attendent depuis fort longtemps. On a des gens des fois qui arrivent avec 3 enfants, voire 4 enfants, et qui habitaient dans un petit appartement de 2 pièces, en vivant dans une pièce commune en fait pour dormir. Il faut vraiment pour connaître tous les cas qui se présentent et admettre que, ma foi, on aimerait avoir mieux au sein même de son quartier, mais par rapport à la... J'entends, si la Bourdonnette avait 200 logements de plus, on pourrait sans aucun doute répondre à toutes ces demandes, mais malheureusement, par rapport au quota dont on dispose et à la demande qui nous parvient, on ne peut pas répondre à tous les souhaits. Je suis d'accord qu'on ne doit pas être égoïste, mais quand même, je veux dire, on aurait pu imaginer que ces gens qui n'avaient que 2 enfants obtiennent un 3 pièces, puis que des gens qui en ont 3 ou 4 ou plus, et le 4 pièces. Surtout, ce n'est pas nous qui décidons qui va donner son congé, qui va s'en aller, comment les appartements se libèrent. Hein. Et je dirais quelque part que ce n'est pas non plus une raison parce qu'une famille se trouve avec 2 enfants dans un 3 pièces à la Bourdonnette. Dans un 4 pièces, je pense. Non, dans un 3 pièces, que pour favoriser ces gens-là, on pénalise une autre famille externe qui est en attente d'un logement, qui ne dispose même pas de logement à loyer abordable. Surtout, la priorité, elle est quand même aussi d'offrir à cette autre famille de pouvoir disposer d'un appartement. Alors, pourquoi pénaliser l'autre qui remplit les conditions? Non, ben justement, il ne les remplissait pas. D'où ma question. S'il les remplissait, je ne dirais rien du tout. Mais il les remplissait s'il avait 2 enfants pour aller dans un 4 pièces. Ben non, il faut 3 enfants pour aller dans un 4 pièces. Je crois qu'alors, une fois encore, je vais vous redonner peut-être... Un garçon et une fille, les 3 enfants nécessaires pour aller dans un 4 pièces, c'est quand il s'agit de faire une rocade à l'intérieur du quartier. Ça n'a rien à voir avec les gens qui viennent de l'extérieur. Surtout parce que, pour situer aujourd'hui, on a 4 familles qui remplissent les critères pour passer du 3 pièces au 4 pièces, parce qu'ils ont, il y en a 2 qui ont 5 enfants et les 2 autres familles ont 4 enfants. Alors ces familles-là, on va, dans la mesure du possible, les mettre dans cette liste d'attente et puis leur permettre d'obtenir le 3 au 4 pièces. Par contre, j'ai, je pense, des dizaines de demandes où c'est des familles qui ont 2 enfants et qui habitent dans un 3 pièces. Ceux-là, je ne peux pas répondre favorablement parce que ça serait créer aussi des précédents et des injustices encore plus flagrantes, ce dont on ne veut pas. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ça, c'est la règle interne quand il s'agit d'une rocade. Mais pour n'importe quel locataire, qu'il soit de la Bourdonnette ou d'ailleurs, le règlement qui s'applique dit ceci. C'est cet article 9 du règlement sur les conditions d'occupation des logements construits avec l'aide financière des pouvoirs publics. Pour avoir un 4 pièces, il faut être de 4 à 6 personnes. Ou 3 personnes s'il s'agit d'une famille monoparentale. C'est pour ça que je vous disais avant que finalement le critère décisif, ce n'est pas la composition du couple, c'est vraiment le nombre d'enfants. D'accord. Alors comme ça, c'est clair. Je dirais les 3 enfants nécessaires, c'est vraiment pour opérer une rocade. Oui, d'accord, merci. Moi, j'aimerais vous demander pourquoi une famille qui est recomposée ou monoparentale ou ce qu'on veut et qui ne travaille pas, qui est aidée par le service social, parce que bon, je pense qu'il y a quand même des familles ici qui sont aidées, qui ne travaillent pas. Pourquoi on leur donne... Est-ce que c'est une critère de ne pas leur donner un 4 pièces parce qu'ils sont aidés par le social, ou bien est-ce que ça ne rentre pas en ligne de compte? Ça ne rentre absolument pas en ligne de compte.
on fait de toute façon pour tous les cas de figure une petite enquête administrative pour connaître un peu les... Enfin, c'est un renseignement commercial qu'on prend. Et je vous dirais que la seule chose qui peut, d'un point de vue financier, être rédhibitoire, c'est une expulsion pour non-paiement de loyer ou des poursuites pour du loyer impayé. Tout le reste, on a des gens qui ont malheureusement pas toujours eu la vie facile et qui ont des dettes. J'entends, moi, j'ai toujours dit aux gens, payez votre loyer parce que avoir un toit, c'est important. Si vous avez des problèmes, oubliez les impôts quelque temps, c'est moins grave. Mais c'est pour ça que les gens qui ont des dettes privées, je dirais, qui ne concernent pas le paiement de leur loyer, ne sont pas forcément pénalisés. Et puis pourquoi une personne qui a des dettes, puisqu'on rentre dans les dettes, pourquoi une personne qui a des dettes, on ne lui donne pas facilement un appartement ou subventionné ou autre? Alors là, je ne peux répondre que pour la fondation, Oui, parce que ça, j'ai le grand privilège de m'occuper de la FLCL, mais je n'ai pas le pouvoir sur toutes les sociétés de la ville. Je dirais chez nous, je vous ai dit, ce n'est pas un critère déterminant, si ce n'est que celui qui en arrive au stade à ne plus payer son loyer ailleurs, on peut partir de l'idée qu'il ne le paiera pas non plus chez nous, qu'il occasionnera donc des pertes, et puis que ça nous obligera à consacrer de l'argent ailleurs, qu'à faire des frais d'entretien ou à améliorer les choses dans le quartier. Donc ça, c'est pour ça que je disais, ça peut être rédhibitoire, ça n'est même pas forcément de manière systématique, parce qu'encore une fois, là on avait analysé, chaque cas est un cas particulier et mérite qu'on pousse l'enquête un peu plus loin pour comprendre peut-être certaines motivations ou essayer de savoir pourquoi la personne est arrivée à ce stade. Mais pour toute autre dette, on n'a pas d'a priori là-dessus. Et c'est, je dirais, le rôle d'une fondation telle que la nôtre, de savoir aussi aider ces gens-là, parce qu'on n'est pas... On est là pour... autant il n'y a pas de distinction au niveau non plus des provenances de quelques pays que ce soit, autant de ce point de vue-là, on est très très ouvert. Mais une personne, par exemple, qui a des problèmes pour payer son loyer, comme tout un chacun, quoi. Est-ce qu'à ce moment-là, il n'est pas meilleur temps de venir à la gérance pour pouvoir discuter de son problème? Parce que, bon, tu peux te retrouver seul, tu peux te retrouver sans salaire tout d'un coup, tu peux te retrouver veuf, tu peux te retrouver n'importe dans quelle situation. Tu as un problème pour payer ton loyer. Est-ce qu'on n'a pas meilleur temps à ce moment-là de venir discuter avec vous? Il y a une entente qui est possible de pouvoir payer de rattraper son loyer. Donc bien même, on sort un peu du thème de la journée. Je veux juste en 2 mots répondre que c'est une remarque très très intéressante que vous faites, parce qu'on constate que les gens, par peur, par honte, n'osent pas dire qu'ils ont des problèmes de paiement et attendent d'être convoqués par le juge de paix parce qu'il en est suivi, on a abouti à une résiliation pour non-paiement de loyer. Je dirais au contraire ce que vous dites, si c'est possible. Inciter les gens qui ont des difficultés à venir discuter avant, parce que c'est toujours plus facile avant de pouvoir les mettre en relation avec certaines personnes d'un service approprié à la ville pour obtenir une aide et puis un accompagnement, et puis essayer d'éviter de tomber dans la spirale du loyer impayé, parce que après c'est extrêmement difficile de faire marche arrière puis de se remettre à flot. Donc on est bien sûr toujours ouvert pour discuter avant et puis essayer de trouver des plans de paiement, ou alors aiguiller la personne dans le service social ou autre qui pourra donner un coup de main, provisoirement. Alors, si quelqu'un quitte son appartement avant la fin de son bail, il doit trouver un nouveau locataire pour reprendre son appartement. Pour quelle raison doit-il en présenter plusieurs? Alors, je dirais que c'est pour se prémunir de mauvaises surprises, puisque légalement, c'est l'article 264M du Code des obligations qui gère ça. Cet article stipule que lorsque le locataire restitue la chose sans observer le délai ou le terme de congé, il ne peut être libéré de ses obligations envers le bailleur que s'il lui présente un nouveau locataire qui soit solvable et que le bailleur ne puisse raisonnablement refuser. Alors, toute la problématique est là. C'est que si vous êtes sûr de votre coup, eh bien, vous présentez une personne qui vous semble solvable et qui semble répondre en plus aux critères quand même de reprise en matière de logement subventionné. Donc, il faut déjà s'assurer dans un quartier comme on se trouve à la Bourdonnette,
que le nouveau locataire est bel et bien déjà inscrit auprès de la ville et qui remplit les conditions pour un logement subventionné, et puis ensuite essayer de trouver l'assurance qu'il est bel et bien solvable. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'obligation de présenter plusieurs candidats. Le Code des obligations dit qu'il suffit de présenter un candidat qui soit solvable et qui accepte de reprendre les mêmes conditions. Mais nous, on incite les gens, au contraire, à nous en présenter un maximum de ces candidats parce que ça limite aussi le risque pour le locataire sortant de se trouver confronté au dernier moment à un refus du bailleur parce que le locataire présente une situation qui est manifestement une insolvabilité notoire ou autre. Si quelqu'un quitte son appartement avant la fin de son bail, pourquoi ne lui offre-t-on pas directement, n'offre-t-on pas cet appartement qu'il quitte à une des nombreuses personnes qui sont inscrites pour un appartement à la Bourdeau? Alors, si j'ai bien compris le sens de votre question, c'est pas forcément une personne qui habite la Bourdeau. Oui. C'est pas forcément une personne qui habite la Bourdeau. D'accord, Voilà. mais qui est donc une personne de l'extérieur et inscrite pour un appartement. Ben, écoutez, je dirais que l'offrir directement, c'est pas toujours possible parce que quel que soit l'appartement qui est mis en location, chaque candidat doit de toute façon, le dossier doit de toute façon transiter par l'Office communal du logement qui avalise ou non la candidature. C'est-à-dire que nous disposons d'une liste d'attente de gens qui viennent régulièrement se renseigner s'il y a des appartements libres. Et il se trouve que vous n'avez pas le pouvoir de prendre la décision vous-même. Si, on prend la décision sur la base des candidats qui ont été préalablement contrôlés, avalisés par la ville. Mais le problème, c'est que nous ne pouvons malheureusement pas, pour un candidat qui est inscrit sur la liste d'attente, le mettre sur n'importe quel appartement. C'est-à-dire que chaque candidat ne peut être inscrit que sur un seul logement à la fois. Et s'il renouvelle sa candidature sur un autre appartement parce que sa candidature n'a pas été retenue sur un précédent, la démarche repart à zéro pour nous. On doit, pour chaque logement alloué, remplir une fiche qui part à la ville et dont le contrôle est fait. Ça évite par exemple aussi que si un candidat est inscrit chez nous depuis 7 mois, 8 mois, une année, les choses peuvent changer en 7-8 mois, une année. Et c'est la raison pour laquelle la ville contrôle au moment de la mise en location de l'appartement. Donc c'est extrêmement difficile à gérer et à garantir pour nous. On ne peut pas garantir aux gens qui viennent s'inscrire chez nous qu'une fois qu'ils sont en liste d'attente, on va, dès qu'il y a un appartement libre, les appeler pour le leur attribuer. Parce que de toute façon, la démarche repart à zéro quelque part en matière d'autorisation. Vous parlez d'une liste d'attente pour avoir droit à des appartements. Si on habite la Bourdonnette, puisque c'est pour les gens d'ici qu'on est en train de faire cette émission, qu'est-ce que je dois faire pour être sur cette liste d'attente et avoir des chances de voir une fois mon nom apparaître pour que j'entre dans le système de changement? Encore une fois, si c'est un locataire qui habite déjà la Bourdonnette, il faudra répondre aux critères qu'on a évoqués tout à l'heure en matière de changement de logement. Et il y aura une liste d'attente. En passant simplement, il faut justifier la raison, remplir une fiche d'appartement. Il faut s'inscrire d'abord sur un premier logement. Puis après, à partir du moment où vous êtes inscrit sur un premier logement, même si la réponse est négative, après chaque fois que vous viendrez vous renseigner, vous avez le locataire a la possibilité de s'inscrire sur un nouveau logement disponible. Mais par contre, pour les gens de l'extérieur, on enregistre les demandes, on garde les demandes qui n'ont pas pu être suivies d'un avis favorable, mais il n'y a pas une liste proprement dite. Mais quand vous dites il faut s'inscrire pour un premier logement, comment est-ce que je sais qu'il y a un premier logement qui est disponible sur lequel je peux m'inscrire? Parce que, je veux dire, tout à coup, on sait que quelqu'un a déménagé, mais il y a déjà, il y a déjà quelqu'un d'autre qui va y être.
Donc comment est-ce que je fais pour savoir qu'éventuellement, peut-être, je pourrais entrer dans un autre appartement parce qu'il était de nouveau sur le marché? Deux solutions. La première, c'est régulièrement de rappeler le bureau pour savoir s'il y a des départs annoncés dans le type de logement que recherché. Et la deuxième, c'est de s'inscrire directement à l'office du logement de la ville, où là, vous pouvez obtenir toutes les listes, pas seulement de la Bourdonnette, mais il y a tous les logements qui sont libres, et dont la liste est tenue régulièrement à jour. Je dirais même une troisième solution pour ceux qui disposent d'Internet. Sur le site de Lausanne, sous la rubrique logement subventionné, vous avez aussi toute la liste des appartements subventionnés disponibles à louer. Pas seulement de la fondation, mais de toutes les sociétés qui ont du subventionné. Voilà. D'accord, merci. Ils ne sont peut-être pas toujours encouragés. Quand je cherchais mon logement à l'office où je suis allé m'inscrire, je cherchais dans le quartier de l'avenue des Chalands, par là, où j'habitais. Et puis la secrétaire qui était là m'a dit « Vous ne voulez tout de même pas aller à la Bourdonnette ?» Le personnel a changé depuis lors. Et puis je lui ai dit ben pourquoi pas. C'est comme ça que j'ai eu mon appartement. Voilà. Fort heureusement, je crois que la réputation du quartier a quelque peu évolué depuis ces temps. Et pour les gens en tout cas qui se donnent la peine de transiter chez nous, je crois que peu repartent avec un avis défavorable. Alors, merci beaucoup, M. Meyer, d'avoir répondu à toutes ces questions. Nous en avons encore un certain nombre concernant, par exemple, les travaux dans les appartements. Nous les réservons pour la prochaine date et puis nous signalons à toutes les personnes qui auraient des questions à ce propos à les communiquer à l'association des habitants qui se fera un plaisir de les répercuter. Pour l'association des habitants, vous pouvez contacter M. Spiniello, M. Wamungu, Mme Ingrid Mayor, Mme Epar, pas que j'oublie quelqu'un, M. Marcus Swald et moi-même. L'adresse est 15 postal 24 1000 Lausanne 23. Et puis, vous pourrez aussi utiliser l'email qui va apparaître sous votre écran. Alors, au revoir et à la prochaine.